Un forcené menace de faire sauter le dépôt d'explosifs dans lequel il est retranché. Ce militaire est artificier, il refuse son départ à la retraite, il se dit déterminé. Les communes avoisinantes ont été évacuées, le GIGN tente de négocier, l'attente se poursuit. Une incroyable bévue, des gendarmes de Roissy ont perdu lors d'un exercice de sécurité la valise d'un passager dans laquelle ils avaient glissé des explosifs. Elle a été embarquée, mais pour quelle destination, à bord de quel avion mystère? Les fouilles n'ont rien donné jusqu'à présent. Les Restos du Cœur ont 20 ans. Demain commence la campagne d'hiver avec l'ouverture des centres de distribution alimentaire. En 20 ans, la précarité a progressé. Elle touche maintenant les jeunes, les femmes seules avec enfants. Le Vendée Globe est le premier abandon. Le Français Hervé Laurent a été victime d'une avarie. Pour lui, c'est terminé. La déception, bien sûr. C'est la deuxième fois qu'il participait à cette course autour du monde à la voile, sans escale et sans assistance. Et puis à quelques jours de l'ouverture du viaduc de Millau, cette balade entre ciel et terre, un dimanche pas comme les autres, les promeneurs à pied ou à vélo ont pris possession du site. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis 48 heures maintenant, un militaire est retranché dans un dépôt d'explosifs de l'armée dans une petite commune de la Marne. Un adjudant artificier qui refuse sa mise à la retraite. Un homme fragile, semble-t-il, qui menace de faire tout sauter et qui aurait le savoir-faire pour mettre son projet à exécution. 62 tonnes d'explosifs autour de lui, répartis dans un site où se trouvent plusieurs entrepôts de stockage. Le GIGN est sur place. Un immense périmètre de sécurité protège les communes avoisinantes. Reportage Jacques Cardoz, Virginie Travers. C'est ici, à l'intérieur de ces bâtiments, que le sous-officier désespéré est retranché depuis vendredi soir. Régis Le Troïc, 47 ans, est affecté à ce dépôt de munitions depuis 1999. 24 heures après la fin de son travail, samedi soir, une patrouille découvre les portes d'un bunker anormalement fermé. À l'intérieur, l'artificier fait savoir qu'il a piégé 63 tonnes d'explosifs. Il menace de tout faire sauter. Ses motivations, une retraite qui approche et qu'il n'accepte pas. Ce qu'on peut comprendre de la motivation de l'intéressé, c'est une demande de réhabilitation en quelque sorte à l'égard de ce qu'il estime une injuste appréciation de ses mérites, de ses services au sein de l'armée. Ce militaire du 8e régiment de Mourmelon fait passer une lettre à la ministre de la Défense. Il ne veut pas partir à la retraite à l'âge de 47 ans, ce qui est pourtant la règle pour un sous-officier. Ce matin, la zone est entièrement bouclée et évacuée. Le dépôt de munitions contient des armes lourdes, des mines anti-chars. Ceux qui connaissent le militaire redoutent un passage à l'acte. C'est un très bon professionnel, paraît-il. Un artificier vraiment au top, hein, et qui est assez nerveux quand même. Hein, assez nerveux. Donc assez instable quand même. Un bon artificier plutôt pointilleux sur ses états de service et les rapports de ses supérieurs. Il a déjà eu un certain nombre de problèmes avec sa hiérarchie, qui n'étaient pas simplement des problèmes uniquement professionnels, en termes de compétences, oui, relationnels, autres. Ce soir, 70 gendarmes quadrillent la zone, des démineurs et le GIGN ont été dépêchés sur les lieux. Il s'agit de dénouer une crise insolite et d'éviter un drame. Et nous vous retrouvons, Jacques Cardoz, en direct de Connantré. D'après vos informations, comment se déroulent les négociations entre le GIGN et l'adjudant? Eh bien, écoutez, c'est là une information officielle qui est tombée il y a maintenant moins d'une heure. Un premier contact a pu être établi avec ce forcené. Le GIGN a pu rentrer en contact téléphonique il y a moins d'une heure avec ce militaire. Il a pu s'entretenir avec le négociateur du GIGN, mais aussi avec des membres de sa famille. Cet homme n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, mais il a pu s'entretenir avec un frère et deux sœurs, lesquels ont été rapatriés par avion spécial cet après-midi à l'initiative du GIGN. Mais quelle n'a pas été la surprise du GIGN d'apprendre ce matin que ce forcené n'avait prévu aucune liaison téléphonique possible, ni par l'intermédiaire d'un portable, ni par l'intermédiaire d'une ligne fixe. Ce que l'on sait, c'est que ce forcené, en tous les cas, a pu communiquer par papier, puisqu'il a fait passer un message sous une porte sur lequel il avait griffonné qu'il voulait à tout prix rentrer en contact avec sa hiérarchie militaire. Le GIGN, en tous les cas, c'est ce que nous dit la préfecture ce soir, ne lancera pas d'assaut. C'est une information officielle. Et puis de son côté, le forcené a fait savoir qu'il n'avait pas lancé d'ultimatum avant de pouvoir obtenir ce qu'il demande depuis maintenant, vous le savez, 48 heures. Merci Jacques Cardoz. Depuis ce matin, par ordre de la préfecture, les quelques 400 habitants des villages alentours ont été évacués dans le calme. Certains sont hébergés dans le gymnase, d'autres chez des voisins. Tous sont dans l'attente. Mathias Silian, Sylvain Daubat.
Le gymnase était assez grand pour accueillir les 400 personnes évacuées ce matin. Mais rares sont celles qui ont choisi cette solution d'hébergement. Parmi elles, Odette et Denise, 80 ans. Ces deux dames ont pris le parti d'en rire. Qu'est-ce qu'on fait, madame? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Vous ne pouvez pas rentrer dans votre ferme. Alors vous voulez aller où? Moi, je veux bien passer la nuit ici, mais à jouer la belote. Une partie de cartes pour oublier une matinée bien mouvementée. Mon fils, je lui ai dit, toi tu pars, moi je reste ici. Puis il m'a dit que c'était plus sérieux. Et puis le monsieur était gendarme à Pierre-Champenoise, il m'a convaincu de venir là. La plupart des personnes évacuées dormiront chez leurs proches ce soir. Lorsqu'on dit aux gens qu'il faut qu'ils évacuent, bon, ils acceptent bien volontiers. On leur dit que l'on va les héberger provisoirement dans une salle de sport, même s'il y a des aménagements. Bon, ils trouvent que très certainement, les amis ou la famille, ça sera plus convivial. Après avoir été recensé au gymnase, ce couple de retraités est parti goûter la convivialité chez leur petite fille. De leur maison qu'ils ont quittée à regret, Jacqueline et Martial Marguin avaient vu sur le dépôt de munitions. Pourquoi vous ne vouliez pas partir? Parce que j'ai dit, moi je vais fermer les volets, puis c'est tout. Parce qu'il dit, vos carreaux vont descendre. J'ai mes carreaux, je m'en fous. Faut pas dire, ils avaient peur, les gendarmes, qu'il se passe quelque chose. Parce que le gars, comme ça, ils savaient que c'était depuis hier soir. Ce soir, le périmètre de sécurité empêche toujours les 400 personnes évacuées de rentrer chez elles. L'affaire est à peine croyable et pourtant, les gendarmes de Roissy, lors d'un exercice de sécurité, ont placé une barre d'explosifs sans détonateur, heureusement, dans la valise d'un passager pour tester l'aptitude des chiens détecteurs. La valise a échappé à leur contrôle et l'explosif avec. Placée sur le tapis roulant, elle a continué sa route pour être embarquée dans l'un des multiples avions qui étaient en partance. Depuis, aucune trace et des fouilles systématiques dans les aéroports internationaux. Une sérieuse bévue qui pourrait être sanctionnée. Fanny Auvergne, Mathieu Birden. C'est un exercice comme celui-ci qui a mal tourné vendredi dernier à Roissy. Des gendarmes cachent des explosifs dans la valise d'un passager. C'est un entraînement légal de la brigade cynophile de l'aéroport. Aussitôt, le chien détecte la bonne valise contenant le pain de plastique de 150 grammes. Les gendarmes félicitent l'animal mais oublient de récupérer le bagage qui part sur le tapis roulant. Bien évidemment, immédiatement, les gendarmes ont déclenché des recherches, mais il y avait quand même pas mal de chariots à bagages et d'avions en partance et il ne nous a pas été permis de les localiser immédiatement. C'est une erreur d'inattention qui, parce que ça concerne les avions, une erreur d'inattention qui a une répercussion nationale et internationale. 90 avions dans le monde entier sont susceptibles d'avoir transporté cette valise toujours introuvable. Cette nuit, dès son atterrissage, le vol Paris-Los Angeles a été méticuleusement fouillé en vain. Certains passagers étaient inquiets. Que va-t-il se passer s'il y a une étincelle? Et si quelqu'un trouve l'explosif et l'utilise dans un autre but? C'est terrible. Les autorités françaises précisent que l'explosif est inoffensif, qu'il ne réagit ni au choc ni au feu et qu'aucun détonateur n'y est relié. Ce soir, tous les exercices de ce style sont suspendus et les deux gendarmes auteurs de cette bévue pourraient être sanctionnés. Petit tremblement de terre la nuit dernière dans le nord-est de la France, un séisme de 4,9 sur l'échelle de Richter. C'est surtout dans le sud de l'Alsace que la secousse a été ressentie, il n'y a ni dégâts ni victimes. Mais une certaine inquiétude, comme en témoignent ces quelques centaines d'appels reçus par les pompiers dans les départements du Bas-Rhin et dans les Vosges. Un tremblement de terre dont l'épicentre était situé en Allemagne. David Boéry, Christine Boss. Quelques gravats et une longue fissure dans un mur. Ce sont les seuls dégâts visibles dans le village de Waldkirch. C'est ici, à quelques kilomètres de Fribourg, que la terre a tremblé cette nuit. Une secousse de 4,9 degrés sur l'échelle ouverte de Richter. La secousse a duré 10 secondes. Nous avons ensuite reçu des appels de gens inquiets. Près de 120 au total. Le séisme a été ressenti en Alsace, en Bavière et jusqu'en Suisse. À Colmar, la plupart des habitants ont été réveillés en pleine nuit à 3 h du matin. C'est assez impressionnant, hein, ça fait un drôle de bruit et bon, ça a quand même pas mal remué dans la maison, quoi. On n'a pas bougé de notre lit, on attendait que ça se passe. Ça fait peur quand même, c'est impressionnant. Mais c'était moins fort que le précédent. La secousse, telle qu'elle a été enregistrée par les capteurs de l'Observatoire des sciences de la Terre à Strasbourg. Le Fossé-Rhénan est une région sismique connue. Le tremblement de terre de cette nuit était relativement violent, mais par chance, il n'a fait aucun dégât. Ce qui est important, c'est surtout la localisation du tremblement de terre par rapport aux zones urbanisées. En l'occurrence ici, il est quand même localisé relativement loin.
ce qui explique probablement le fait qu'il n'y a aujourd'hui pas de dégâts, en tout cas déclarés. C'est le 3e séisme dans la région en 2 ans. Pas de quoi inquiéter les spécialistes. Ces secousses n'ont en fait rien d'exceptionnel. Les Restos du Cœur ont 20 ans. Ils ouvrent demain comme chaque hiver. Ce sont les centres de distribution alimentaire qui vont à nouveau fonctionner, alors que la plupart des antennes des Restos du Cœur offrent maintenant pratiquement toute l'année des repas chauds. À l'origine, destinés aux sans-logis, ce sont désormais les jeunes, les femmes seules avec enfants ou les chômeurs en fin de droit qui arrivent à se nourrir grâce aux Restos du Cœur. Yann Jiquel, Régis Maté. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Quel bazar! Ça va faire 20 ans que cette chansonnette nous hante. Des 10 millions de repas de 85, les Restos du Cœur sont passés à près de 60 millions l'année dernière. Je vais vous donner le menu. Attendez, si vous voulez le connaître. Aujourd'hui, nous avons sauté de volaille, pommes de terre demi-lune. Et où ça va partir tout ça? Sur les sites. 5 sites répartis sur Paris, plus 2 camionnettes mobiles. Ici, les bénévoles préparent 2500 repas, 335 jours par an. Mais pas seulement des bénévoles. Pour vous, c'est important d'être ici? C'est important de travailler dans la vie. Si on n'a pas de travail, on n'a plus rien. Et moi, j'ai 2 enfants. Très vite, les fondateurs des restos ont compris qu'il fallait faire sortir les bénéficiaires de l'exclusion en les aidant à se réinsérer par le travail. Les gens qui arrivent ici ont des difficultés sociales très importantes, en particulier le logement. Et ne serait-ce que trouver un logement, récupérer ses enfants pour des femmes qui ont vu leurs enfants enlevés, emmenés dans des pays étrangers, etc. Il y a toutes sortes de difficultés qu'on contribue à régler avec eux ici et qui font qu'à leur sortie, en général, ils sont quand même un peu mieux, dans des situations un peu meilleures que celles qu'ils avaient en arrivant. Ce soir, grâce aux Restos du Cœur et à vos dons, des hommes auront le ventre plein et se sentiront peut-être un peu moins seuls. Et ça fait 20 ans que ça dure. On vous promettra pas. La grogne des médecins spécialistes, des médecins libéraux qui ont décidé un exil symbolique de 3 jours à Barcelone pour marquer leur mécontentement. Une démarche délibérément provocatrice que devrait suivre un millier de praticiens qui fermeront leur cabinet à partir de demain. Ces exilés d'un moment refusent le blocage des honoraires. Nathalie Sapena, Madi Diawara. Les dernières pancartes sont arrivées et déballées. Ce sont elles qui seront brandies demain à Toulouse par des médecins spécialistes exaspérés par le gel de leurs honoraires et très inquiets des réformes en cours de l'assurance maladie. Il va y avoir un contrôle accru des caisses par le biais de l'informatique et par le biais du dossier médical partagé, c'est-à-dire un flicage des médecins. Depuis 10 ans, les tarifs des médecins spécialistes sont bloqués. 23 € la consultation pour un ophtalmo ou un gynéco. Ici, le docteur Tritsch facture 10 € de plus à ses patients. Illégal, mais indispensable selon lui. Pendant ces 10 ans, il a fallu investir dans différents appareils pour pratiquement 100 000 €. Et pourtant, le tarif de la sécurité sociale n'a pas augmenté depuis maintenant 10 ans. Et c'est ce blocage qui pousse les jusqu'au-boutistes à une action symbolique, un exil de 3 jours à Barcelone cette semaine pour y tenir un congrès. Si nous obtempérons et acceptons ces tarifs économiquement irréalistes, nous ferons une médecine médiocre. Mais pour l'instant, pas question pour le ministre de la Santé d'intervenir, d'autant que des négociations sont actuellement en cours. La Caisse nationale d'assurance maladie travaille avec les syndicats de médecins. Je les laisse travailler, ils sont en train de parler. Moi je crois au dialogue social, donc c'est entre l'assurance maladie et les médecins que ça se passe. Il faut commencer à devenir aussi un peu responsable. La coordination, qui appelle à l'exil en Espagne et à la fermeture des cabinets cette semaine, représente 5 000 spécialistes libéraux sur les 53 000 qui exercent en France. Les Verts ont retrouvé leur tempérament après l'unité exceptionnelle d'hier sur la synthèse politique des différents courants. Aujourd'hui, rien ne va plus. Réunis en congrès, ils ne sont pas arrivés à élire leur nouvelle direction. Rendez-vous en janvier prochain. Hélène Hugues, Vincent Ferreira. Et la motion de synthèse a recueilli 479 voix, 91,76%. Les Verts tout sourire, c'était hier la quasi-unanimité sur les orientations politiques. Ce matin, les visages sont plus crispés, les portes se ferment, les Verts essayent de se répartir les postes à la direction et chacun veut sa part du gâteau. La synthèse est toujours d'actualité, maintenant on commence à la faire vivre. Un début de vie difficile. Malgré 3 tours de scrutin, les Verts ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un nouveau secrétaire national.
L'ancien ministre Guy Asquette est éliminé dès le premier tour. Mireille Ferry, la protégée de Dominique Voynet, au deuxième. Sergio Coronado, la valeur montante, disparaît au troisième. Mais on se ridiculise absolument. Les Verts se sont rassemblés. Il y a toujours un moment de crispation dans un congrès. Et très souvent, le moment de crispation se pose quand on en arrive aux questions de personnes. Ce qui s'est passé hier est excellent. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la bouillie verte habituelle. Des habitudes que les militants ont de plus en plus de mal à comprendre. On fait tout pour qu'il y ait une synthèse à 4. Oui, voilà. Tout a été fait, avec tous les coups qu'on a pris. Et au dernier moment, il y a un coup fourré scandaleux qui arrive. Quand on est élu dans nos petites communes, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ont voté pour nous? Une fois n'est pas coutume, au congrès de Reims, pour la première fois hier, les Verts ont réussi à se rassembler. Une journée en tout et pour tout. Dès aujourd'hui, ils ont renoué avec leur vieille tradition, celle des querelles de personnes. C'était le 14 juillet 2002. Un homme muni d'un fusil a tenté de tirer sur Jacques Chirac. Maxime Brunery comparaît à partir de demain devant la cour d'assises de Paris. Après plusieurs expertises de psychiatrie contradictoires, il a finalement été reconnu apte à être jugé. Maxime Brunery a milité pendant de longues années dans un mouvement d'extrême droite. Même si le mobile politique semble écarté, ce procès mettra en lumière ces groupuscules radicaux. Gilles Marinet. 14 juillet 2002, le président ne s'est rendu compte de rien. À 25 mètres de lui, pourtant, un homme a épaulé une carabine et tiré une fois avant d'être maîtrisé. Maxime Brunery, 25 ans, est membre d'un groupuscule d'extrême droite, Unité Radicale, dont la plupart des membres ont appartenu au Front National et au MNR. Pour ce parti, Maxime Brunery sera candidat au municipal de 2001 à Paris. Quelques heures avant son acte, il annonce à des amis incrédules son intention de tuer Jacques Chirac, qui n'aurait pas supporté, dit-il, la défaite électorale de l'extrême droite. Ça peut effectivement déclencher dans un certain nombre de cerveaux faibles, ou chez des gens un petit peu troublés, une volonté de passer à autre chose, et notamment de résoudre le problème de la conquête du pouvoir par l'action. Le site internet d'Unité Radicale condamne l'attentat mais soutient le militant. Le groupuscule et le site sont interdits, mais dans une interview téléphonique le jour même de la dissolution, l'un des dirigeants, Guillaume Luit, annonce la suite. À monter une structure légale qui soit acceptée par le système dans ses statuts, mais qui nous permette évidemment de continuer exactement le même combat que celui que nous menions auparavant. Voici la nouvelle mouture d'Unité Radicale, le bloc identitaire, toujours l'obsession raciale et surtout les mêmes dirigeants. Pour la Ligue des droits de l'homme, la dissolution n'a rien changé. Alors bien entendu, c'est interdit de le reconstituer. Si on le reconstitue, on peut poursuivre les membres qui le reconstituent. Mais on fait ça sous d'autres formes. Et en définitive, la dissolution d'un groupe, elle a une valeur symbolique, quand il s'agit surtout de groupes informels comme celui-là. Unité Radicale ne comptait pas plus de 200 militants. À la prison de la Santé, le détenu Brunery a pris ses distances avec eux, soigné depuis l'attentat en unité psychiatrique, mais reconnu responsable de ses actes par un collège de psychiatres. L'homme qui a tiré sur le président va quand même plaider la folie. Il risque la perpétuité. Une semaine après la mort d'un jeune sur les Champs-Élysées lors d'affrontements entre deux bandes de banlieue, rassemblement dans le calme ce matin en hommage à la victime. Sa famille, ses amis ainsi que des habitants d'une commune des Yvelines ont participé à la cérémonie. En Ukraine, le leader de l'opposition serait en danger. Viktor Yushchenko affirme avoir reçu des menaces de mort. Il aurait déjà été victime d'une tentative d'empoisonnement. Pour preuve, la déformation de son visage. Celui qui conduit la révolution orange se présentera au troisième tour du scrutin le 26 décembre prochain sous haute sécurité. Gilles Rabin. Avant, Yushchenko passait pour être le playboy de la politique ukrainienne et il plaisait beaucoup aux électrices, quel que soit leur âge. Son vrai visage, le voici, avant la tentative d'empoisonnement de septembre dernier. Et voici son visage d'aujourd'hui. Gros plan sur les séquelles de ce qui était, selon lui, une tentative d'assassinat ratée. Avant, il vivait la vie d'un homme normal. Il lui arrivait parfois d'aller en boîte de nuit, même si à sa façon de danser, on comprend que ça n'arrivait pas souvent. Aujourd'hui, certes, il est sauvé, mais sa vie est celle d'un homme blessé. Il souffre tant que 3 mois après l'empoisonnement, il est encore sous morphine. Le chef de l'opposition est toujours un homme en danger, et sa famille aussi. Sa deuxième épouse et ses 5 enfants l'accompagnent partout, et la nuit, il se cache dans une datcha protégée de la banlieue de Kiev. Car Yushchenko continue de recevoir des menaces de mort tous les jours. Il est persuadé qu'on va de nouveau tenter de l'éliminer physiquement.
Je suis convaincue que Kouchma, le président sortant, ne quittera pas le pouvoir sereinement, ni de façon civilisée. Dans cette église orthodoxe de Kiev, on priait cet après-midi pour le salut du chef de l'opposition. Parce que son visage est celui du martyr, de la victime, du résistant. Dieu est pour la révolution orange, car Dieu veut le bien du peuple. D'après les médecins, Yushchenko devrait guérir un jour, ce que souhaite cette Ukraine qui s'est levée depuis 2 semaines et qui voudrait avec lui retrouver son vrai visage. Au Proche-Orient, signe de coopération renforcée entre Jérusalem et le Caire à travers cet échange de détenus, la libération d'un Israélien condamné pour espionnage par les autorités égyptiennes contre celle de 6 étudiants égyptiens, un nouveau signe de détente au moment où devrait se mettre en œuvre le plan de retrait de la bande de Gaza. En France, le sujet n'est plus tabou, il est nécessaire d'en parler. Le nombre de suicides augmente, 12 000 personnes chaque année se donnent la mort, 2 fois plus que pour les accidentés de la route. Un colloque se tenait ces derniers jours à Toulouse avec pour objectif de venir en aide à ces familles qui ont tant de mal à admettre, un travail de deuil qui prendra plusieurs années. Muriel Lassaga, David Bresse. À 34 ans, cet ingénieur du CNES s'est pendu en juillet dernier. Sa mère ne comprend rien et cache toute sa souffrance. Mais elle sait qu'elle est détruite. Imploser, même pas exploser, parce qu'on ne peut rien faire envoyer à l'extérieur de ce qu'on souffre. On ne peut pas. C'est quelque chose qui vous broie complètement. Et puis c'est froid, c'est noir, c'est les ténèbres. On se dit, pourquoi il a fait ça ? Qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi? Quelle souffrance? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Maïté et tous les autres trouveront-ils un jour des réponses? Il faut accepter qu'il y ait pourquoi et pas de réponse. Alors c'est sûr qu'il y a eu la période où j'ai tout raté. Et quand on me dit tu as élevé 3 enfants, je dis non, ne me dites pas ça, Hein. J'ai pas ce sentiment. Parce qu'élever des enfants, c'est y arriver. Madeleine a perdu son fils de 17 ans. Une mort violente pour un enfant doux. Madeleine, elle, a choisi de se faire aider pour commencer ce chemin de douleur, de deuil. Dans cette association, elle a trouvé une écoute, quelqu'un qui la laisse pleurer. C'est ahurissant, c'est un paradoxe énorme de voir des parents qui ont perdu un enfant depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, s'entendent dire à droite et à gauche, mais secoue-toi, sors, arrête d'en parler, et c'est ce qu'ils entendent. Et puis eux, bien sûr, n'y arrivent pas, et ils se disent, mais c'est parce que je suis pas bien, je suis fou, je suis folle. On n'est pas du tout là pour éviter la souffrance, hein, parce que le deuil, c'est vraiment traverser une souffrance, mais avec des points de repère, leur expliquer qu'il y aura des hauts et des bas, repérer ses émotions. Et en fait, quand on sait de quoi est fait sa souffrance, elle est beaucoup moins angoissante. On peut dès lors accepter de vivre avec l'inacceptable, vivre malgré la mort. Nous évoquons régulièrement dans nos journaux la dangerosité de ces chauffards de la route, ces conducteurs qui roulent sans permis et qui seraient plus nombreux qu'auparavant. On a peu l'occasion de les entendre. Francis Mazoyer et Bernard Benard m'ont rencontré en Gironde l'un de ces automobilistes qui a roulé pendant 37 ans sans permis de conduire. Il le ferait encore s'il n'avait pas été arrêté par les gendarmes. La voiture de cet homme de 58 ans, immobilisé pour la première fois. Un contrôle d'alcoolémie positif en juin dernier. Voilà ce qui a mis fin à 37 ans de conduite sans permis. Une très longue période hors la loi qu'il assume. J'adore conduire, c'est incroyable, j'adore ça. Alors donc, jusqu'à présent, jamais eu d'accident, rien. Ma femme, elle y pensait. Elle. Quand elle voyait des appels de phare en face, automatiquement, elle mettait le pied sur le plancher. Et elle disait, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Donc, je passais, puis sans plus. Je ne sais pas si je vais la chance pendant 37 ans, mais c'est bien passé, quoi. Le permis, il a bien tenté de l'obtenir, d'abord à l'armée, puis dans le civil. 2 échecs l'ont découragé de passer l'examen, mais pas de prendre le volant. Moi, j'ai dit que le permis, pour moi, c'est pas une connerie, mais enfin, bon, c'est pas peut-être une obligation. Quand on voit des jeunes qui vont les stop ou ci ou là, nous, un ancien comme moi, par exemple, je sais pas, je suis ancien, d'accord, mais je me suis jamais permis de prendre un stop ou un feu rouge ou autre. Jamais, jamais. En octobre dernier, ce conducteur sans permis a été condamné à 3 mois de prison avec sursis par le tribunal de Bordeaux. Une peine dissuasive qui lui a, semble-t-il, servi de leçon. Quitte à faire n'importe quoi, mais je n'irai pas en prison. Quitte à même foutre le feu à la voiture, ça m'est égal, mais je ne veux plus voir cette voiture.
Si par exemple, bon, supposons maintenant je reprends la voiture, je vais me faire arrêter plus loin, mais je ne reviens plus à la maison. Hein. Je m'en vais où? En prison. Passé le permis aujourd'hui, cet homme surendetté dit ne pas en avoir les moyens. Il s'accommode donc de sa nouvelle condition de simple piéton. Au chapitre financier, le succès de l'assurance vie qui est devenu l'un des placements préférés des Français. Au moment où la bourse inquiète les petits actionnaires, une clientèle, y compris de jeunes ménages, s'oriente vers l'assurance vie. Elsa Palot, Alain Locatio. C'est fait, le contrat est signé. Comme plus de 22 millions de Français, Dominique Croem est désormais détenteur d'une assurance vie. Après un an de réflexion, ce placement a emporté ses faveurs pour une raison très simple. On nous parle tous les jours de retraites qui font comme neige au soleil, donc on est obligé de trouver des solutions et cette solution me paraît la plus intéressante. Pourtant, ce placement n'est pas directement destiné à financer les retraites, mais il séduit. Depuis 10 ans, le montant total des placements dans l'assurance vie n'a cessé d'augmenter, jusqu'à atteindre cette année plus de 800 milliards d'euros. À l'origine de ce succès, deux principaux avantages. Tout d'abord, au bout de 8 ans, les gains sont exonérés d'impôts. Deuxièmement, en cas de décès, le capital est transmis aux héritiers en grande partie sans droit de succession. Mais il y a bien sûr certains inconvénients. La fiscalité étant intéressante, si on n'attend pas le délai de 8 ans qui permet de la rendre intéressante, on perd ce bénéfice fiscal de non-imposition des plus-values générées. Brigitte de Jarnieux, elle, a souscrit son contrat il y a 16 ans. Aujourd'hui, elle l'utilise comme une véritable source de revenus complémentaires. Actuellement, l'usage que j'en fais, c'est de pouvoir, quand j'ai besoin, aller prélever un peu d'argent selon les aléas de la vie quotidienne. Soit effectivement des à-coups pour des impôts, pour des voyages, soit surtout, essentiellement, les études de mes enfants. Malgré tout, depuis 3 mois, les Français négligent quelque peu l'assurance vie. Parallèlement, ils ont ouvert 1 million de plans d'épargne retraite populaire, les PERP, depuis le mois de mai. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour parler de concurrence. Signe des temps, les Compagnons du Devoir, l'une des dernières institutions fermées aux femmes, change de politique. Cet ordre vieux de 6 siècles a décidé d'admettre en son sein des femmes méritantes. 3 d'entre elles, hier, ont été adoptées dans cette charpentier qu'ont rencontré François-Julien Piednoir et Guillaume Michel. Charpentier et non charpentière, elle y tient Jocelyne. 30 ans de métier et 30 ans d'attente à la porte du compagnonnage, car Jocelyne est une femme. Je ne comprenais pas pour quelle raison un garçon qui était plus mauvais que moi, qu'on le gardait, qu'on l'adoptait, et que moi, étant fille, on me refusait. J'en ai souffert, mon entourage en a pâti. J'en ai détesté d'être une fille. Jocelyne s'est alors façonné la carapace du charpentier. Père Patrick, fallait tourner. La cheminée. Les cours du soir, puis son propre tour de France, elle est aujourd'hui chef d'entreprise et la première femme compagnon du devoir après 600 ans de tradition masculine. Tu ferais mieux tenir la planche, tu vois, que tenir la planche. Pour moi, c'est un bon coup d'oxygène, c'est déjà pas mal, mais c'est un peu une révolution dans les esprits. Il va de soi que beaucoup d'hommes avaient tellement l'habitude d'être entre hommes sur les chantiers, dans les ateliers, que l'arrivée des femmes était un peu dérangeante pour certains. Quand on aime ce qu'on fait, je préfère faire ça que de coudre un bouton. Hein. C'est bien plus pénible pour moi. Comment, Christine, au boulot? Bien. Mieux qu'un homme. Mieux qu'un homme? Ah oui, pourquoi? Il est au boulot. Et c'est le grand jour, l'adoption comme on dit. Jocelyne est un peu perdue au milieu de tous ces hommes. Vous pensez que vous pouvez ne pas être adoptée? Ils vont pas me faire ce coup-là. Jocelyne met fin à 6 siècles de masculinité, mais pas au mystère qui plane autour des compagnons. C'est le début, donc filmez pas. Interdit de filmer, la cérémonie est secrète. Au fond de cette cave, Jocelyne a bien été adoptée par ses nouveaux frères. Elle est désormais un ou une compagnon. À quelques jours de l'ouverture du viaduc de Millau, ce sont les promeneurs, marathoniens ou cyclistes qui ont pris possession des lieux pour la première et dernière fois. Une balade entre ciel et terre. Léo Lamberton, Pascal Ponce. Ils sont les premiers à se lancer à l'assaut du plus haut viaduc du monde. Certes, ils n'ont pu traverser qu'une toute petite partie du viaduc de Millau, 200 mètres à peine, mais c'est déjà un privilège. Oh, c'est génial! Une fois, c'est génial!
C'est formidable, on est les premiers, et dans 20 ans, 30 ans, on reviendra et on aura le souvenir de ce jour, quoi. C'est super, ça bouge pas, c'est bon, c'est stable. Ils sont plus de 20 000 à avoir participé aujourd'hui à un événement exceptionnel, la balade des 3 viaducs. À pied, en roller ou à vélo, une course de 30 km sur l'autoroute A75 qui se termine au viaduc de Millau. Les participants viennent de toute la France, mais ils ne sont pas là pour l'exploit sportif. Je m'arrête pour prendre des photos parce que c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une super journée de voir tout ce monde, là, chacun qui découvre le viaduc à sa façon. La balade a été organisée par la direction de l'équipement de l'Aveyron. Une tradition chaque fois que se termine un grand chantier. C'est un petit peu comme un sculpteur qui a fini son œuvre et qui veut partager ce bonheur-là et puis qui permet aux autres de venir toucher les courbes, apprécier l'insertion dans le paysage, la beauté. Mais la découverte du viaduc n'est pas réservée qu'aux sportifs. Toute la journée, des curieux ont pu faire quelques pas sur ce pont long de 2,5 km, perché à 270 mètres au-dessus du Tarn. Ah oui. Alors madame, oui, mais là, comment vous le trouvez? Très beau, monsieur. Vous avez bien... Très beau. Je suis très contente parce que je ne pensais pas le voir terminé. Je me suis dit, je suis trop vieille, je ne le verrai pas. Mais je sais pas, moi j'ose pas trop regarder à l'extérieur parce que j'ai l'impression que j'aurai le vertige. Mais autrement, non, c'est formidable. À partir de ce soir, plus personne ne pourra marcher sur le viaduc de Millau. Les premières voitures sont attendues le 16 décembre. Premier drame de la saison de ski dans les Pyrénées-Orientales. Un skieur est mort lors d'une collision avec un surfeur. Un accident qui nous donne l'occasion de rappeler l'importance de respecter les règles de sécurité sur les pistes. Anouk Burel, David Bress. C'est une piste verte dans une station de ski des Pyrénées, une piste de débutants. Rien de plus simple, rien de plus sûr a priori. C'est là pourtant qu'a eu lieu l'accident. La piste est pratiquement plate. C'était pas un endroit où on pourrait s'imaginer qu'il y aurait ce type de collision qui amènerait la mort d'une personne. Il est midi passé hier lorsqu'un skieur confirmé descend cette piste. Sur le côté, un surfeur à l'arrêt. Il ne se voit pas. Le choc est violent. La collision mortelle pour le skieur. Le surfeur, lui, s'en sort indemne. Est-ce que c'est la vitesse excessive du skieur qui a provoqué la violence du choc? A priori non. On a fait un appel à témoins pour essayer d'avoir quelques retours là-dessus. Mais bon, on n'a toujours pas eu de plus amples renseignements pour le moment, donc on va éviter d'émettre une quelconque hypothèse par rapport à la vitesse. L'accident est rare, mais rappelle combien la vigilance sur les pistes est nécessaire. Chaque skieur, chaque surfeur se doit d'être responsable. C'est comme quand on est sur la route, il faut faire attention. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut essayer de tenir au niveau du respect d'autrui, au niveau de la vigilance, au niveau des croisements. Et ensuite, surtout, le plus important, c'est de respecter la trajectoire du skieur aval. C'est-à-dire que le skieur amont doit contrôler sa trajectoire et respecter la trajectoire de celui qui est en dessous de lui. 7 interventions ont eu lieu aujourd'hui dans cette station, déjà noire de monde. 10 000 skieurs se sont croisés sur les pistes aujourd'hui. Le Vendée Globe est le premier abandon. Le Français Hervé Laurent a été victime d'une avarie. Pour lui, c'est terminé. La déception, bien sûr, c'est la deuxième fois qu'il participait à cette course autour du monde à la voile sans escale et sans assistance. Les concurrents sont au large de l'Afrique du Sud, non loin du Cap. Manuel Tissier. Mer agitée, bateau blessé. Dans la tempête des mers du Sud, Hervé Laurent a cassé un safran, une pièce essentielle de son monocoque. La rage au cœur, il doit renoncer. L'aventure est finie. Et par rapport à tous les gens qui se sont investis dans ce projet, cette aventure, bah, c'est une catastrophe, c'est vraiment une horreur. Et voilà, ça se termine là avec une petite pièce qui casse et voilà, tout s'effondre. Le navigateur breton devrait atteindre l'Afrique du Sud après-demain pour réparer et peut-être repartir hors course. Pendant ce temps, Jean Lecam et Vincent Rioux mènent toujours la flotte, poursuivie par Roland Jourdain. À bord de son bateau, Jourdain a filmé les derniers oiseaux au large du continent africain. Dans quelques jours, les 19 rescapés n'auront plus ce genre de spectacle. Ils filent vers les glaces de l'Antarctique. La Coupe Davis, c'est Carlos Moya qui apporte la victoire à l'Espagne. Il a battu l'Américain Andy Roddick en 3-7, 6-2, 7-6, 7-6 à Séville, devant plus de 25 000 spectateurs qui ont célébré cette deuxième Coupe Davis qu'offre Carlos Moya à son pays.
Football avec une embellie pour l'OM qui a battu Caen 3-2 hier soir lors de la 17e journée de L1. Une victoire pour le plus grand plaisir de Philippe Troussier, le nouvel entraîneur. Prochain rendez-vous au stade Vélodrome face à Auxerre samedi prochain. Nouveau record battu pour le Téléthon, plus de 98 millions d'euros grâce à votre générosité. Des promesses de dons qui dépassent les sommes recueillies l'an dernier, un record qui peut s'améliorer puisque vous pouvez composer le 3637 jusqu'à vendredi prochain. Retour sur cette formidable mobilisation, 30 heures de direct sur notre chaîne, animée par Sophie Davant et Gérard Jugnot. Estelle Collin. Ils ont déplacé des montagnes, frôlé la barre des 100 millions d'euros qu'ils s'étaient fixés. 98 millions d'euros de promesses de dons, c'est 3 fois plus qu'il y a 18 ans lors de la toute première édition. Bonsoir à tous. 30 heures de rire, d'émotion. Alors, comme chaque année, ce marathon caritatif a suscité une vaste mobilisation populaire. 22 000 animations dans toute la France, 5 millions de bénévoles, des stars, tous avaient répondu présent. C'est aussi ça, la force du Téléthon. On espère vraiment de ce Téléthon pour continuer sur ce chemin des thérapeutiques. Des années de recherche, des dons qui progressent et des témoignages qui bouleversent. Comment pouvait-on se douter du destin, ma belle, qui serait pour toi bien cruel? En octobre, tu tombais. En décembre, tout basculait. Un examen avait suffi. C'est le verdict, myopathie. Moi, je me bats et avec toi, je gagne. Il y a Jeanne, Jonathan, Edgar. Tous ont accepté de quitter l'ombre pour la lumière, de témoigner histoire de ne plus être seuls face à cette maladie. Moi, j'ai 3 rêves. Alors, vas-y. Le plus gros, c'est de pouvoir marcher. Je ne pourrais pas être là ce soir. Je ne le serais certainement pas s'il n'y avait pas eu le Téléthon. Et puis, il faut réhabiliter ce mot guérir, et c'est ce qu'on est en train de faire, à condition qu'on puisse continuer à être aidé, à être supporté. On a franchi la barre des 70 millions. Alors jusqu'au 10 décembre, le 3637 reste opérationnel pour un dernier élan de solidarité. Et surtout, pour faire mentir ce compteur et battre le record des 100 millions espérés. Un parfum de Noël avec en Alsace ce sentier parsemé de contes et de légendes, parades et illuminations dans ce village du Bas-Rhin. Il suffit de suivre le chemin la nuit tombée. Christine Boss et Virgile Liado. Drôle de lutin aux lampions magiques, à la nuit tombée au fil de l'eau, les maisons enguirlandées se transforment en décors. On y chante comme dans le temps. Et on y déguste les spécialités d'antan. Ben, c'est des petits gâteaux, il n'y en a plus beaucoup. Par contre, c'est les pâtes de coin. Ou la pâte de coin. Oh, voilà. Il n'y a pas de mots, magnifique, super. La féerie, avant Noël, vraiment, c'est parfait. Qui manque, quoi. Mais pour ceux que le passé ne fait pas rêver, il y a toutes sortes de rencontres inédites, faites de paillettes, de strass et de personnages mythiques. Le Père Noël m'a donné un bon bébé. Le Père Noël? Non mais quand je suis à la recherche d'un homme, c'est le Père Noël. À chacun son Père Noël. Doucement avec les colis, doucement. Ne m'esquintez pas les cadeaux. Comédiens, costumiers, décorateurs de cette saga de Noël, ils sont tous bénévoles et n'ont qu'une ambition, faire partager les valeurs traditionnelles de cette fête. Noël, fin de l'année, le rêve, le partage, jouer les contes, les légendes de Noël, les partager avec le public, c'était notre point de départ. À vos calendriers, il ne reste plus qu'une vingtaine de jours à patienter jusqu'à Noël.
Les célébrations du bicentenaire du sacre de Napoléon face au dôme des Invalides, quelques 350 grognards, fidèles de l'empereur aux Invalides qui abritent le tombeau de Napoléon. Ces soldats amateurs de 10 nations défilaient dans Paris en passant sous l'Arc de Triomphe au carrousel construit sous le Premier Empire. Cinéma avec À tout de suite de Benoît Jacquot, un film en noir et blanc à petit prix, c'était la volonté du réalisateur. L'histoire d'une fille de bonne famille qui tombe amoureuse d'un voyou, une histoire de passion inspirée d'une histoire vraie. Marie Jojoin, Alexandra Renard. Du noir et blanc pour les années 70 et pour raconter une folle histoire d'amour. Ils ont 18 et 20 ans, elle la petite fille riche, lui le beau ténébreux auteur d'un cas sanglant. Elle l'a suivi dans sa cavale. Chronique d'une descente aux enfers, du romanesque pur jus, où Benoît Jacquot a entraîné son héroïne, Isil Lebesco, une jeune actrice touchée par la détermination de son personnage. Cette façon de respecter ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent et qu'elle y aille, ça, je trouve ça très beau et ça m'émeut, oui. D'autant plus qu'il s'agit d'une histoire vraie survenue en février 1975. 3 garçons de Belleville qui se prennent pour des Robins des Bois braquent une banque avenue de la République. Le caissier est tué, l'un des braqueurs aussi, prise d'otage, fuite en voiture. Et c'est le début d'une cavale de plus d'une année où les suivent 2 jeunes filles de bonne famille. Elisabeth Fanger était l'une d'elles. Inculpée pour recel de criminel, elle aura 10 ans de mise à l'épreuve. Et son prince arabe, qu'elle ne reverra plus, sera abattu en 1980. Elle en a fait un livre, Benoît Jacquot, une fiction. Il tient à respecter la noblesse des sentiments de l'auteur. On a laissé les otages porte de la chapelle. Ça va, ils font rien. C'est comme un devoir pour moi de ne pas la trahir en quelque sorte. Pour elle, en tout cas, c'était quelque chose de très très important de l'ordre du destin, de la destinée qui lui était arrivée, et que je restituer ça, c'était comme restituer quelque chose de grave, oui, vraiment. On va où? Chez moi. Ce n'est pas du Bonnie and Clyde, on est ici dans l'intime, au cœur du cœur d'un joli papillon qui se brûle les ailes avec la fougue et l'inconscience de la jeunesse. Avec Benoît Jacquot, le romantisme a encore de beaux jours devant lui. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. À suivre la météo, Patrice Drevet. 20h55, votre film Harry, un ami qui vous veut du bien. Le dernier journal à minuit 30 avec Jean-Claude Renaud. 13h, Christophe Ondelat. 20h, David Pujadas. Demain soir, Mots croisés présenté par Arlette Chabot qui s'intéressera aux méthodes et aux moyens de la police. Et puis, autre thème de débat, le racisme anti-vieux. Excellente fin de soirée sur France 2.